ceux qui s'intéressent au secteur des vins et spiritueux, qui ont eu peut-être l'idée un jour d'aborder ce marché. Coupé! Le soleil sur ton visage, là, ça va pas. Ça vient sur moi, c'est ça? Quand on shoot à Chengdu dans le bureau, il n'y a jamais ce problème parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de soleil. C'est bon? Action! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Wishin. Alors, aujourd'hui, nous accueillons donc pour la deuxième fois Guillaume Bernard. Merci d'être là, Guillaume. Merci à toi. Pour parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens qui nous suivent, à savoir le vin et les spiritueux en Chine. Où en est le marché? Quelles sont les tendances en Chine pour les produits français de ce secteur? On espère que tu vas partager avec nous tous tes conseils sur ce sujet, puisque tu as travaillé pendant plusieurs années dans cette industrie. Oui. Tu peux nous dire combien d'années en cumulé? J'ai travaillé 5 ans pour la Maison Sichel, qui est l'un des principaux négociants sur la place de Bordeaux. J'occupais un poste de commercial Grande Chine. Je m'occupais et de la partie et du marché China Mainland, donc la Chine continentale, et Hong Kong, Taïwan. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans pour la Maison Patriarche, qui est une maison connue de Bourgogne. Et là, j'étais responsable Asie. Donc, je couvrais pas uniquement la zone Chine. Et ensuite, j'ai travaillé 2 ans chez ASC, qui est le numéro 1, peut-être le numéro 2 maintenant, le deuxième importateur de vin en Chine. Et là, j'avais un poste de brand manager, donc c'était un peu différent, j'avais plus un poste marketing. Je gérais le budget promotionnel donné par les fournisseurs et je m'occupais des marques australiennes et américaines. Est-ce que tu peux nous parler un peu du marché justement des vins et spiritueux en Chine aujourd'hui? Comme on peut s'en douter, le marché a beaucoup évolué entre 2008, l'année où je suis arrivé, et 2018. Donc c'est vrai qu'au départ, les Chinois s'y connaissant peu, les consommateurs étant peu nombreux, les importateurs s'attachaient surtout au nom et à la renommée de la marque. C'est pour ça que Lafite, des noms comme Lafite, Margaux ont eu un succès phénoménal en Chine. Et c'est vrai que les vins de Bordeaux étant mondialement connus, c'était un petit peu l'âge d'or, les années 2009-2010 pour les vins de Bordeaux en tout cas. Après en 2012, il y a eu une campagne anticorruption qui a visé justement les grands crus de Bordeaux parce que beaucoup d'officiels achetaient des grands crus classés pour en faire cadeau. Du coup, il y avait pas mal de phénomènes de corruption. À la fin de l'année 2012, il y a eu une chute assez significative pour la vente des grands crus bordelais. Ensuite, la distribution s'est peu à peu structurée. Quand j'ai commencé à travailler donc à Pékin, il y avait encore peu de clientèle privée, l'off-trade, ce qu'on appelle donc la grande distribution. Il y avait encore peu d'enseignes qui proposaient des vins importés. Donc j'ai vraiment vu une évolution maintenant quand on va à Shanghai ou Pékin. La classe moyenne chinoise ayant augmenté, là, je crois qu'on doit être à plus de 300 millions de personnes pour la classe moyenne chinoise, ce qui fait que maintenant on a de plus en plus de consommateurs exigeants, éduqués, qui diversifient les appellations. On a vu aussi un boom dans les importations de vins du Nouveau Monde, notamment les vins australiens et chiliens, à partir de l'année 2016. Ça a créé une certaine inégalité, une compétition en tout cas avec les vins français qu'il n'y avait pas auparavant parce que dans les années 2009-2010, l'Australie ne produisait pas encore des vins premium, il y avait beaucoup de surproduction. Donc ils inondaient le marché avec des produits plutôt entrée de gamme. Alors que maintenant, ils font vraiment de la qualité et également de la quantité. Il y a aussi un phénomène qu'il faut prendre en compte. Le e-commerce a littéralement explosé dans les 10 dernières années. Des plateformes comme Tmall qui appartiennent au groupe Alibaba, donc Jack Ma, les ventes ont littéralement explosé parce que la classe moyenne chinoise achète de plus en plus en ligne. Un autre aspect à noter, c'est que le marché chinois est très compétitif. Il y a beaucoup de concurrence. Donc il y a un phénomène aussi de MDD qui s'est créé. Il y a beaucoup de distributeurs chinois qui ont voulu créer leur propre marque pour ne pas avoir de problème d'exclusivité. Je me souviens quand j'ai commencé, par exemple chez Maison Sichel, ils me demandaient tous une exclusivité sans se rendre compte de ce que ça impliquait en termes de volume. Donc c'est pour ça que beaucoup de distributeurs chinois ou d'importateurs ont fait le choix de créer leur propre marque. Ça m'est arrivé, voilà, on a développé des propres étiquettes, des vins à façon avec mes différents employeurs. Au niveau de la communication aussi, comment communiquer sur vos marques. Le digital, évidemment, s'est développé énormément ces 10 dernières années. Donc beaucoup d'entreprises aussi de vin
utilisent WeChat comme plateforme de communication ou Weibo, qui est un petit peu Twitter, le Twitter chinois. Est-ce qu'il est nécessaire de parler chinois pour faire des affaires en Chine? Alors oui, définitivement. C'est important. Bon, évidemment, on peut rencontrer des importateurs qui parlent anglais, mais après, dans la négociation, il y a certaines subtilités qui peuvent nous échapper si on ne parle pas la langue. Le fait de comprendre ce que mes interlocuteurs me disent, c'est essentiel. Donc oui, je dirais que c'est important, ouais. Et à quel niveau? Si vous maîtrisez le vocabulaire essentiel des vins et spiritueux et dans le domaine commercial, vous pouvez très bien vous en sortir. Imaginons, je suis un petit producteur de cognac, mettons, et je souhaite tester un peu ce fameux marché chinois, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Qu'est-ce que tu conseillerais vraiment dans les toutes premières étapes pour aborder ce marché à un petit producteur? Je pense que dans un premier temps, c'est important de faire un travail de veille et de recherche d'informations de France. Alors pour cela, on peut s'appuyer sur différentes institutions. Je pense notamment les plus connues comme Business France. Il y a aussi la BPI France qui peut vous aider dans vos démarches de financement à l'export. Les chambres de commerce internationales. Mais dans un premier temps, peut-être Business France. Business France propose justement ce qu'on appelle des guides répertoires, des guides thématiques, qui proposent aussi des notes réglementaires pour être au fait un petit peu de la réglementation à l'export sur les différents marchés. Business France propose aussi de vous accompagner dans vos missions de prospection. Par exemple, ça peut être les relais de Business France à Pékin ou Shanghai. Moi, j'ai eu affaire quand j'étais VIE chez Maisons Sichel avec Business France à Pékin. Business France qui s'appelait Ubi France avant. Oui, quand j'y étais. Voilà, absolument. Ouais. Business France peut soumettre votre offre à des acheteurs potentiels en Chine. Ils peuvent organiser des tournées de rendez-vous. Ils peuvent faire le suivi par la suite. Ils peuvent aussi héberger votre stand sur différents salons. Alors les principaux salons auxquels je pense en Chine, c'est par exemple la Tangjiahui de Chengdu, qui a lieu tous les ans en mars, mais aussi le Cial, Vinexpo, etc. Dans la phase d'analyse du marché, vous pouvez également faire appel à des prestataires privés qui ont déjà une expérience de la Chine, une expérience de terrain. Ça peut être utile et vous faire aussi gagner beaucoup de temps. Une fois que vous avez réalisé ce travail en amont donc d'analyse du marché, et si vous souhaitez vous implanter plus directement sur place, il vous reste également la solution VIE mise en place par Business France, donc le VIE qui est le volontariat international en entreprise. Ce sont des contrats qui sont réservés aux jeunes, il me semble, entre 20 ans ou 21 ans jusqu'à 28 ans. Si on passe pas par Business France, les VIE, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Qu'est-ce que tu conseillerais à ce niveau-là? Tout dépend de la stratégie après de l'entreprise, le budget qu'elle est prête à mettre aussi dans sa stratégie export. Et je pense qu'une entreprise, il est préférable qu'elle passe par un salarié qui sera présent sur place, parce que d'expérience, je sais que le marché chinois évoluant très vite, les Chinois étant très réactifs, c'est important d'être sur place, vraiment, d'avoir une présence physique. Donc je pense que le fait d'embaucher un expatrié qui parle la langue et qui est à plein temps en Chine et qui a une expérience déjà du marché fera gagner beaucoup de temps à l'entreprise. Ce que j'ai constaté un peu trop souvent, c'est que des sociétés françaises démarrent une démarche de prospection vers la Chine, mais s'arrêtent trop tôt. La Chine, c'est un marché qui est aujourd'hui assez mature dans certains secteurs, qui est très travaillé par l'ensemble des offres mondiales, tous les pays travaillent ce marché. Donc comme tu l'as dit aussi, le consommateur est de plus en plus exigeant et c'est un marché où il faut du temps. Je dirais que si on se projette à moins de 3 ou 4 ans, ça veut rien dire sur le marché chinois. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait, ouais. C'est vrai que le marché chinois peut faire rêver parce qu'on en a une image parfois fantasmée ou tronquée. Il faut du temps. À titre d'exemple, quand j'ai commencé à travailler chez Maisons Sichel, on n'avait qu'un seul client, qui était Summergate, pour un chiffre d'affaires d'environ 300 000 euros. Au bout de 4 ans, je réalisais un chiffre d'affaires de 2 millions, un peu plus de 2 millions d'euros. Ah oui. Donc il faut du temps, évidemment, pour se faire connaître, pour participer à des salons, rencontrer des prospects. Et une fois que j'avais cette base solide de clients, ils m'en présentaient,
Et après, ça faisait davantage boule de neige grâce au réseau, en fait, les fameux guanxi en Chine. Voilà. Tout à fait. Les cercles de relations, hein, pour traduire pour ceux qui nous suivent. Très bien. Alors, pour finir, peut-être, si tu avais une anecdote que tu veux partager avec les gens qui nous regardent sur tes 11 ans en Chine, que ce soit au niveau pro ou perso, qu'est-ce que tu partagerais avec nous? J'en ai une qui me vient directement à l'esprit. Comme vous le savez peut-être, pour faire du business en Chine, il faut parfois dîner avec ses interlocuteurs et boire beaucoup aussi. Ce qu'on appelle le fameux ganbei, c'est-à-dire le cul sec chinois. Ganbei. Et je me souviens notamment d'une fois où j'étais avec mon patron. On était dans une petite ville de province dans le Shandong. Et le midi, on a été invité à déjeuner par notre client qui nous a servi la fameuse baijiu. La baijiu, c'est l'alcool local, l'alcool blanc chinois. Et à 14h de l'après-midi, on était complètement bourrés, voilà. Et on avait un rendez-vous avec notre principal client le soir à 20h à Qingdao. Du coup, après, compliqué ça. C'était un petit peu compliqué, ouais. Du coup, il a fallu faire une petite sieste quand même pour la transition en début d'après-midi. Et puis à 14h, notre client avait arrangé un chauffeur qui nous a emmenés à Qingdao. Et on est arrivé à temps pour le dîner avec notre client. Mais forcément, on n'était pas trop frais, quoi. Voilà. Je comprends. C'est vrai que ça, c'est un cas que connaissent tous ceux qui ont travaillé longtemps en Chine. Ouais. Ça arrive au moins une fois, c'est sûr, mais après, on en tire les leçons qu'il faut. Et les Chinois sont tellement bons vivants aussi que Oui. voilà, il faut le savoir. Donc, si vous voulez travailler en Chine, préparez aussi votre foie pour l'épreuve, quoi. David. Ganbei. Pour ceux qui sont dans le secteur vin et spiritueux, qui envisageaient d'aborder ce marché chinois qui fait tant rêver, à la fois les conseils, cette anecdote seront bien précieux. Merci beaucoup. Tu vas continuer à travailler avec la Chine, peut-être en tant que responsable, mais depuis la France, responsable Grande Chinoisie, hein, c'est ça? Oui, après 11 ans d'expatriation en Chine, je ressentais le besoin de me réinstaller en France, parce que voilà, même si la vie expatriée est très agréable en Chine, il y a des différences qui restent telles que voilà, j'ai souhaité rentrer en France et désormais, du coup, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités pour des postes de préférence de responsable Asie dans les vins et spiritueux, mais ça peut être aussi dans l'industrie, sur des produits assez techniques. Je dis oui à la Chine plus que jamais. Très bien, même après 11 ans. Même après 11 ans, oui. Avec un peu de recul, basé de France maintenant, mais oui. Alors pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ton parcours, on mettra un moyen de te joindre en description de la vidéo. Très bien, je te remercie. Au plaisir, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une interview sur un autre sujet. J'espère, quand tu veux. Merci, à bientôt. Merci. Si vous avez aimé cette interview, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus sur la Chine et les Chinois.